Place maintenant au focus. Nous vous emmenons aujourd'hui à Dharamsala en Inde. C'est là-bas que vit la plus importante communauté de Tibétains en exil. Le 20 mars dernier, ils ont voté pour choisir leur premier ministre. L'enjeu est très important car en cas de décès du Dalai Lama, c'est lui qui pourrait devenir la nouvelle figure de la communauté tibétaine à travers le monde. Regardez ce reportage à Dharamsala. Il est signé Jean-Pierre Ouvrard et Constantin Simon. Jour de joie, jour de vote et une prière, celle de tout un peuple. Que soient bénis les deux candidats, et paix et liberté pour le Tibet. Certains de ces Tibétains sont nés au Tibet, d'autres ici à Dharamsala, dans le nord de l'Inde. Au total, près de 140 000 Tibétains vivent hors de leur terre d'origine. Ils élisent leur Sikyong, le chef du gouvernement tibétain en exil, mais aussi les membres de leur parlement. Palden Gyatso, 85 ans, est resté 33 ans prisonnier politique du pouvoir chinois. Ces élections sont très importantes. Avant, le Tibet était indépendant et nous disposions de notre propre chef. Aujourd'hui, nous l'avons perdu, mais nous avons réussi à créer ici un système démocratique comparable à ceux des grandes démocraties occidentales. C'était la stratégie voulue par le Dalai Lama, faire de ce gouvernement en exil une vraie démocratie et non, comme le dénoncent les Chinois, un régime théocratique. Au milieu des votants, il y a d'ailleurs des observateurs internationaux. Il y a des isoloirs qui sont différemment de chez nous, pas complètement fermés, mais les tables sont très basses, les gens sont repliés, cochent leur bulletin, et puis on voit la présence de la police indienne, puisqu'il n'y a pas de police tibétaine, qui assure la sécurité pour voir s'il n'y a pas d'incident. Grand favori de ces élections et actuel Premier ministre, Lobsang Sangye. Comme le Dalai Lama depuis les années 80, il ne réclame plus l'indépendance du Tibet, mais simplement une plus grande autonomie au sein de la Chine. Le dialogue est la seule alternative. Nous sommes prêts à recommencer les négociations dès que le gouvernement chinois sera lui aussi désireux et nous enverra un signal. Alors nous aurons ce dialogue entre les envoyés du Dalai Lama et les représentants du gouvernement chinois. Car depuis 6 ans, les pourparlers avec la Chine sont au point mort. Beaucoup de Tibétains s'impatientent, surtout chez les jeunes, comme Tsérine qui vit aujourd'hui en Australie. Cela fait 2 ans que nous essayons de vivre avec la Chine. Nous devons leur payer des impôts, nous essayons de vivre avec eux de manière pacifique. Et malgré tout ça, ils ne nous acceptent pas. Et nous continuons à fuir le Tibet parce que nous n'avons pas les mêmes avantages que les citoyens chinois là-bas. Pas les mêmes écoles. Par exemple, en Chine, ils distribuent 1 million de passeports chaque jour, mais les Tibétains n'y ont pas droit. Depuis 1959 et la fuite du Dalai Lama vers l'Inde, Dharamsala est devenue la capitale des Tibétains en exil. Surnommé Little Lhasa, ce village des contreforts de l'Himalaya est un des seuls endroits au monde où flottent autant de drapeaux du Tibet, alors qu'à Lhasa, c'est interdit. Ici, les Tibétains ont leurs propres institutions, comme ce Parlement de 45 députés. Ce matin, la session s'ouvre sur une minute de silence. Un hommage aux 2 Tibétains qui se sont immolés en 2016 pour protester contre la politique chinoise. Depuis 20 ans, ces actes de désespoir se multiplient et ont coûté la vie à 117 Tibétains. Présidée par le Dalai Lama jusqu'à sa retraite politique en 2011, cette assemblée gère le quotidien de la diaspora. Nous allons surtout discuter du budget pour l'année 2016, des investissements dans l'éducation, la santé, les donations que nous recevons des différents pays et aussi de celles que nous recevons des Tibétains, car tous les Tibétains en exil contribuent par un impôt. Un quart du budget du gouvernement tibétain en exil est consacré à l'éducation. 24 000 Tibétains sont scolarisés en Inde. Certains ont traversé l'Himalaya sans leurs parents, comme Pempa, 15 ans, qui vit dans ce pensionnat à 10 km de Dharamsala. Mes parents ont pensé que si je venais en Inde, ce serait mieux pour moi, que je recevrais une meilleure éducation. Une meilleure éducation, c'est la chance de pouvoir faire ses études dans sa langue maternelle et non en chinois. Pempa apprend aussi l'hindi et l'anglais. Nous devons apprendre la culture, l'éducation tibétaine afin de continuer le combat avec des livres et des stylos et non pas des armes. Et ainsi, nous pourrons reprendre le Tibet à la Chine.
Cet été, celui qui reste le chef spirituel du Tibet fêtera ses 80 ans. Actuellement au repos suite à une opération, il a annoncé qu'il serait peut-être le dernier Dalai Lama. Une façon de contrer les efforts de la Chine, qui veut désigner elle-même son successeur. Et pour parler de ces élections tibétaines, nous sommes avec Katia Buftry. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ethnologue et tibétologue. Le favori pour le poste du Premier ministre, on le voyait dans ce reportage, s'appelle Lobsang Sangay. Il est le Premier ministre Sangay. Il est le Premier ministre sortant, mais il ne fait pas du tout l'unanimité, car en fait, il ne défend plus l'indépendance, mais une plus large autonomie du Tibet, finalement. Les deux candidats qui restent en lice actuellement, tous les deux sont pour l'autonomie, suivent la voie médiane du Dalai Lama. Lukharjam, qui était le seul candidat pro-indépendance, a été éliminé, et il y a d'ailleurs des discussions sur disons, quelques ratés qui se sont passés au sein des élections. Quels sont ces ratés que vous évoquez? On peut penser à l'influence de la Chine, par exemple? Non. Il y a eu. Alors la Chine a essayé effectivement, a dit comme d'habitude qu'elle demandait au gouvernement qui veulent de bonnes relations avec elle de ne pas favoriser ce qu'elle appelle des actions séparatistes. Mais le gouvernement en exil tibétain, qui n'est pas reconnu par la Chine d'ailleurs, le Dalai Lama a fait beaucoup pour la démocratie et a introduit énormément de démocratie à l'intérieur de ce gouvernement, mais il y a eu quelques petits problèmes et entre autres des lois qui sont passées par exemple après, par exemple Lukharjam, une loi est passée après les primaires qui disait qu'il n'y aurait que 2 candidats à moins que le 3e ait un nombre particulièrement important de voix. Pour être bien clair, où en est-on du dialogue entre ce gouvernement tibétain en exil et Pékin? Il est au point mort? Totalement. Il n'y a plus du tout de dialogue depuis déjà des années. Le gouvernement chinois a bien précisé qu'il ne rencontrerait pas le Premier ministre du gouvernement en exil et que, éventuellement, s'il discutait, ce serait avec des représentants du Dalai Lama. C'était évoqué dans le reportage, beaucoup de répression continue contre les Tibétains. Certains se révoltent, on va dire, en s'immolant. C'est un phénomène qui se développe là-bas? C'est un phénomène qui s'est beaucoup développé et qui, heureusement d'ailleurs, ralentit, mais il ne ralentit pas parce que la situation s'améliore, il ralentit. Il y en a eu 2, juste ce mois-ci. En fait, il ralentit parce que depuis 2013, le gouvernement chinois met en prison toute la famille, tous les proches de ceux qui se sont immolés. Donc, la culpabilité par association fonctionne très bien et c'est l'une des raisons essentielles pour laquelle ça diminue. Mais en revanche, on voit de plus en plus ce qu'on appelle des manifestations solitaires de jeunes, de très jeunes gens, comme les immolés, qui sont toujours très jeunes, qui partent tout seuls avec un portrait du Dalai Lama et, dans une rue, appellent à l'indépendance et au retour du Dalai Lama. Et que deviennent-ils, ces jeunes qui font ça? Prison. Et souvent, on n'a pas de nouvelles pendant très longtemps. Et puis ensuite, on apprend qu'ils sont condamnés pour un nombre variable d'années de prison. Comment se traduit la répression contre les Tibétains? On entendait un adolescent dire qu'il n'y a pas de passeport pour les Tibétains, par exemple? Non, il n'y a pas de passeport pour les Tibétains, sauf éventuellement quelques officiels qui travaillent pour le gouvernement chinois, mais ils n'ont pas de passeport. La langue est menacée, les coutumes sont folklorisées. Il y a, par exemple, on a fermé actuellement Lhasa, comme on ferme tous les ans. Le gouvernement chinois ferme tous les ans au mois de mars, puisque c'est le 10 mars du soulèvement de Lhasa. Et donc, à ce moment-là, les Tibétains qui sont de régions non autonomes, qui sont du Kham et de l'Amdo, des régions orientales, ne sont pas autorisés non plus, pas plus que nous, à aller au Tibet. Ils ont le même régime que les touristes. Alors, est-ce que ce gouvernement tibétain en exil se bat pour justement que la situation s'améliore avec Pékin? Alors le problème avec la voie médiane, c'est que justement, elle n'a pas donné grand résultat, on peut dire malheureusement. Et actuellement, Pékin ne cède absolument sur rien. Le gouvernement en exil de Dalai Lama en fait des concessions absolument énormes. Et de l'autre côté, il n'y a absolument rien. Et comme il y a de moins en moins d'appui des gouvernements étrangers qui ne veulent pas se fâcher avec Pékin de crainte de perdre un contrat,
Donc, il y a vraiment actuellement très peu de gouvernements qui acceptent de prendre position par rapport à la Chine sur la situation tibétaine ou même ouïghour ou mongole. Donc la communauté internationale ferme les yeux. On imagine mal comment l'évolution, la position de Pékin peut évoluer. Est-ce que on peut espérer un déverrouillage de sa position ou pas du tout? Bien, actuellement, avec le président actuel, non. Mais il se passe des choses en Chine, ce qui ne veut pas dire que les Tibétains en profiteront, mais il se passe des choses en Chine. Il y a eu une lettre, on ne sait pas si elle est vraie, mais il y a eu une lettre demandant à ce que le président Xi Jinping renonce à son mandat et critiquant sa politique, signée de membres loyaux du Parti communiste. Cette lettre, en relation avec cette lettre, il y a déjà une vingtaine d'arrestations. Donc, savoir d'où sort cette lettre, on ne le sait pas exactement. Elle a été postée sur un site internet, et donc ils arrêtent les gens. Mais si Xi Jinping reste au pouvoir, rien, selon vous, n'évoluera sur le Tibet? Non, 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 il est très très dur. Merci beaucoup Katia Buftry d'avoir été avec nous dans Paris Direct pour nous parler de ces élections tibétaines. Résultats prévus en avril, courant avril. Actuellement, il y a environ 10 000 votes entre l'un et l'autre en faveur de Lobsang Sangay. Et donc oui, c'est à peu près mi-avril les résultats définitifs. Très bien, merci beaucoup et bonne journée à vous.